Pour discuter de l'évolution du harcèlement au travail, parce que ça évolue, cette petite bête-là, hein, ça change de coupe de cheveux à l'occasion, ça traîne une paire de bas nylon dans sa sacoche. Mais aussi pour discuter des enjeux actuels de la mission du GEIST sur le terrain, nous accueillons ce soir 4 membres clés du GEIST, représentant chacune et chacun une partie essentielle de l'expertise de l'organisme. Alors, tout d'abord, Madame Cindy Viau, directrice générale du GEIST. Vous l'avez vue récemment. Absolument, on l'applaudit. Ensuite, Monsieur Yann Morin, criminologue intervenant et responsable du département de relations d'aide. Oh oui, une salve d'applaudissements. Suivi de Mme Molly Poisson, avocate intervenante et en représentation du département des plaintes, ainsi que Mme Myriam Duperré, formatrice au GEIST et en représentation du département de l'éducation. Alors, ce très charismatique panel sera animé et modéré par Mme Elena Pectou, ancienne employée et membre du GEIST qui connaît très bien les services et la réalité sur le terrain. Panel qui, je le rappelle, sera suivi d'une dizaine de minutes de questions. Si jamais vous en avez, là, notez ça au fond sur un petit napkin. Là. Ça va être une bonne chose. Alors, place au panel. Merci beaucoup. Bonjour, donc merci Catherine pour la belle présentation de nos membres ici. Ça me fait toujours plaisir de retourner au sein du GEIST. On dirait que je suis jamais trop loin. Pour contexte, j'ai travaillé pendant 3 ans, donc là je me retourne avec mes anciens collègues que j'apprécie énormément. 45 ans, c'est quand même un nombre considérable d'années. C'est sûr que vous avez vu des changements se passer pendant ces 45 ans-là. Donc j'aimerais commencer avec une question pour tous et toutes les membres d'ici. De quelle manière la perception du harcèlement au travail au sein de la société québécoise a-t-elle évolué au cours de ces 45 dernières années? Qui commence? C'est prêt? Est-ce que vous m'entendez? Allô? OK. Quelque chose que moi j'ai remarqué d'il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est quand les personnes nous appellent, ils ont accès à beaucoup plus d'informations maintenant, beaucoup plus rapidement. C'est moins je suis pas sûre si je suis à la bonne place, je suis pas certaine si c'est du harcèlement, c'est je vis du harcèlement, j'ai déjà déposé plainte, puis là, j'ai besoin d'être accompagnée. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai vu changer à travers les années. Très intéressant. Donc, au niveau de l'information, j'imagine que le département des plaintes, le département de relations d'aide l'ont vu également. Je sais pas, Yann, si tu veux y aller. Nécessairement, j'y étais pas il y a 45 ans, vu mon jeune âge, mais pour moi, on fait partie, les intervenants et intervenantes, on fait aussi partie de la société. Donc, les mythes et stéréotypes en matière de harcèlement, de violence à caractère sexuel, c'est des choses qui nous atteignent aussi. Fait que je pense que notre relation avec la clientèle a changé, puis on a un rapport qui est vraiment plus à l'écoute, qui est vraiment plus dans l'intervention. Puis, je pense que c'est à travers cette bienveillance-là qui n'existait peut-être pas il y a 45 ans, quand les gens dévoilaient des situations d'harcèlement, qu'on a maintenant une belle relation avec la clientèle. Allô, allô? Non? Oui, peut-être. Allô? Ah! Moi, je ferais du pouce sur Cindy puis sur Molly, en fait, Ça fait quand même 10 ans que je suis au GEIST. Je commence à me sentir moins jeune. On avance vite, le temps passe vite. Puis j'aborde vraiment dans le même sens que Cindy sur le fait que quand j'ai commencé au GEIST, comme j'expliquais le harcèlement, les gens comprenaient pas nécessairement, ne savaient pas de quoi je parlais. Puis maintenant, que ce soit dans nos contacts avec d'autres organismes, dans d'autres milieux où les gens qui nous appellent, il y a un mot qui est mis sur le phénomène, que ce soit sexuel, discriminatoire, psychologique. Les gens nous l'apportent le mot, ils le connaissent. Pour moi, ça démontre déjà ce changement dans la société sur le fait de briser le tabou du harcèlement, de mettre les vrais mots sur les vraies choses. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment vu évoluer dans les 10 dernières années, puis que j'espère qu'on continue dans cette voie-là.
On va voir. OK, ça fonctionne. Donc, pour faire du pouce, en fait, sur ce que mes collègues ont dit, moi, je suis plus du côté directement dans les milieux de travail. Donc, je pense que c'est important de mentionner les changements de ce côté-là aussi. C'est sûr que maintenant, effectivement, on a des mots à mettre sur ce phénomène-là et on le voit aussi dans les milieux de travail. On dirait que les milieux de travail, maintenant, sont plus capables de dire non, ça, c'est pas acceptable dans un milieu de travail. Ils se sont un peu plus responsabilisés, en fait, de ce côté-là. Donc, ça a amené des changements positifs. Là. Donc, plus parler de harcèlement, faire de la sensibilisation dans les équipes de travail. Et bien, ça, c'est un changement qui est très positif aussi. Puis, si je peux ajouter, on parlait beaucoup de milieu de travail qui devait être exempt de harcèlement. Puis aujourd'hui, on parle beaucoup de risques psychosociaux, milieu de travail sain, sécuritaire, respectueux. Donc, essentiellement, ça revient à la même chose, mais les termes utilisés changent à travers les années. Puis, justement, cet ajout d'informations, la disponibilité, la sensibilisation qu'on fait, je comprends que ça a été quand même un point tournant dans l'histoire du GAIST. Est-ce que vous auriez d'autres faits saillants ou des tournants majeurs qui ont marqué votre histoire au GAIST? Je l'ai presque vécu, mais c'était un peu avant moi. Je sais que quand l'organisme a eu une reconnaissance financière, début des années 2000, ça a changé les choses pour l'organisme, malgré les 20 ans d'existence déjà de l'organisme. Il y a des personnes ici qui ont fait partie de cette lutte-là ce soir. Sinon, ce que j'ai constaté, c'est le virage, parce qu'au départ, l'organisme était très par et pour des femmes, harcèlement sexuel. Puis il y a eu le virage début des années 2000 aussi, où est-ce que les gens appelaient, puis ça s'apparentait au harcèlement sexuel, mais il n'y avait pas cette connotation sexuelle et c'était du harcèlement psychologique. Mais cette notion-là a été introduite dans la loi en 2004. Donc, à cette époque-là, le GAIST a élargi son mandat, s'est adapté à cette nouvelle demande d'une clientèle qui souffrait au travail. Oui, autant pour des dossiers de harcèlement sexuel, mais aussi de harcèlement psychologique. Donc ça, pour moi, dans mon expérience au GAIST, c'était quand même un grand virage. Là. Donc, il y a eu un changement, justement, dans la clientèle aussi. Donc, selon vous, comment les besoins des personnes accompagnées ont-ils évolué dans la même optique que ton point ici? Qu'est-ce que ça a impliqué pour le travail du GAIST, ces nouveaux besoins? Allô. Bien, moi, c'est plutôt pour répondre à la première question. En fait, au premier volet, je pense qu'un événement marquant, c'est vraiment MeToo, qu'on ne peut pas passer sous silence, donc 2017, puis les dénonciations publiques, plutôt 2020. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a quand même eu un pic dans les interventions qu'on a fait, puis nous, dans les collaborations publiques qu'on a eues avec, par exemple, des émissions télé, des journaux et compagnie. Mais je crois vraiment qu'à travers ce système-là de dénonciation, bien, les gens ont pris conscience que c'est des personnes qui vivaient du harcèlement, mais également les personnes mises en cause, les personnes qui font vivre du harcèlement à d'autres, se sont posé la question sur leur propre comportement. Est-ce que je suis une personne qui fait ça à d'autres? Fait que je pense que ça a été un point tournant quand même majeur, pas juste au niveau du harcèlement, mais pour les femmes en général dans la société, là. Et la deuxième question sur les besoins, ben, peut-être que je te laisserai aller, mais bon, sur les besoins, ben, définitivement que les besoins ont changé. J'y étais pas il y a 45 ans, mais pour moi, comme avocate, je trouve vraiment que maintenant, je travaille avec la clientèle de manière collaborative. Donc, on est habitué à avoir le système juridique comme étant plutôt qu'un guide, mais vraiment une personne qui décide pour nous, alors que maintenant, dans la relation que j'entretiens avec mes clientes, c'est un travail d'équipe. Donc, plutôt que de leur imposer ce que le tribunal pourrait leur octroyer, j'essaie vraiment d'écouter leurs besoins. Donc, c'est pas tout le monde qui a envie d'aller au tribunal, c'est pas tout le monde qui a envie de porter plainte, mais nous, le travail qu'on fait au GAIST, c'est vraiment c'est plurifactoriel, c'est holistique. Il y a des gens qui ont besoin de parler dans des cafés-rencontres, il y a des gens qui ont besoin d'embrayer une shop, il y a des gens qui ont besoin d'aller, je sais pas, de se découvrir des nouvelles passions, je sais pas, poterie et compagnie, là, je pense à certaines clientes qu'on a. Fait que, pour moi, je pense que c'est ça, la part juridique, c'est de donner une écoute bienveillante à travers un service juridique que j'estime quand même de qualité puis à l'écoute pour ces femmes-là et ces hommes-là. Voilà. Si tu veux, parce que moi, je vais retourner dans le GAIST. Si tu veux faire la chose.
Bien, en fait, moi, je pensais revenir dans la partie de la question sur l'évolution du Geist un petit peu pour l'avoir vécu un peu à travers et avoir beaucoup parlé avec Yvonne, qui m'a pu me raconter des belles histoires du début du Geist, comme le Geist avant de devenir un organisme officiellement. On était un comité au sein d'Au bas de l'échelle avec un petit local avec un accès sur un toit, avant de passer dans un petit appartement loué sur Laurier, avant de passer à Delorimier, où est-ce qu'on avait droit à 2 fenêtres, et maintenant où est-ce qu'on a de la place pour accueillir notre clientèle avec des fenêtres et du soleil pour essayer de ramener un petit peu de joie dans leur vie. Donc, pour moi, cette évolution du Geist avec plus ou moins une employée, plus ou moins payée, beaucoup de bénévoles qui donnaient beaucoup d'aide. Dans tous les débuts, l'arrivée des stagiaires, puis maintenant une équipe de 9 à 10 permanentes, c'est quand même une énorme évolution. Puis j'ose espérer aussi un signe de la place que la société fait au harcèlement, puis à le contrer. Donc moi, je voulais apporter ce petit côté évolution du Geist en soi. Je pense que Myriam, si tu veux continuer avec le côté moins Geist, plus... Ben, en fait, je peux quand même faire un peu du pouce là-dessus sur l'évolution de l'organisme en tant que tel, parce que moi, en fait, je voulais souligner la création du département de l'éducation. Avant, c'était vraiment tout le monde qui donnait de la formation, qui faisait des sessions de sensibilisation. Tout le monde se mobilisait, en fait, pour faire ça. Et maintenant, il existe vraiment le département de l'éducation, département... où il y a une seule personne, en l'occurrence moi-même. Donc, je me promène dans les milieux de travail pour donner de la formation. Et ça, je trouve ça vraiment super de faire ça parce qu'on est présent dans encore plus de milieux qu'avant. On en parle encore plus. Et je trouve que ça, c'est super aussi pour le Geist. On devient une référence, si on veut, aussi en matière de prévention du harcèlement. Donc, je trouvais ça bien de souligner ça aussi. Puis justement, par rapport à la formation, on comprend pour le Geist, ça a pris de l'ampleur. On s'est spécialisé dans certaines formations. On a même mis des plateformes en ligne. Donc, c'est vraiment, on connaît de plus en plus, on touche de plus en plus des milieux. Mais justement, par rapport à la formation, au-delà du Geist, comment percevez-vous l'importance de l'éducation dans la prévention et la sensibilisation de l'harcèlement? Bien, je trouve que c'est des leviers qui sont absolument essentiels. En fait, cette sensibilisation-là, ces formations-là, c'est ça la prévention au final. C'est d'en parler dans les milieux, de donner des outils concrets pour faire de la prévention, mais aussi on veut donner une chance au milieu de travail d'avoir des outils pour reconnaître le harcèlement, d'agir sur plein de situations aussi. Si on est témoin d'une situation de harcèlement, comment on pourrait agir, comment ça fonctionne aussi à l'interne, donc donner de l'information là-dessus aux équipes de travail. Si on doit accompagner une personne qui a vécu une situation problématique, comment on pourrait accompagner cette personne-là. Donc, ça permet de toucher plein de sujets qui entourent aussi le harcèlement. Donc, je trouve que c'est vraiment central et pour moi, c'est très, très important, en fait, de faire ça. Je trouve que la formation, la sensibilisation, c'est ça qui nous permet de créer des milieux de travail qui sont respectueux, qui sont, qui sont équitables, qui sont sécuritaires là, pour tout le monde. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oh, oui. Bien, moi, je ne veux pas casser le party, mais, tu sais, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais évidemment que on n'aurait pas de job ici s'il n'y avait plus de harcèlement. Ça, c'est certain. Par ailleurs, tu sais, il y a encore les statistiques le démontrent que, bon, le ministère du Travail a démontré qu'au courant de l'année 2020-2022, il y a 36 % des femmes, 23 % des hommes qui ont indiqué qu'ils avaient vécu des comportements sexuellement inappropriés au travail. Donc, même s'il y a un changement de paradigme sociétal, et j'abonde vraiment dans le sens de Myriam, c'est vraiment quelque chose en amont qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment de comprendre que c'est une structure, majoritairement, parce que, bon, il y a quand même plus de femmes qui vivent du harcèlement, là, statistiquement, mais c'est une structure de peur qui vise à être éradiquée. Donc, il faut vraiment aller à la base de faire de la prévention pour des gens qui ne pensent même pas qu'ils font vivre du harcèlement à d'autres personnes. Tu sais, souvent, on a de la clientèle qui est complètement détruite, qui est complètement vulnérable face à des situations qu'ils ont vécues,
Mais ce qu'elles comprennent, c'est que sûrement que les protagonistes de cette histoire-là, ils savaient même pas qu'ils faisaient vivre du harcèlement, puis que c'était pas intentionnel. Fait que je pense que il y a, puis là on parle pas d'harcèlement sexuel, là, ça c'est autre chose, mais d'harcèlement psychologique. Tu sais, souvent il y a vraiment une espèce de juste comportement problématique au travail. Puis je pense vraiment que si on vise la civilité au travail plutôt que de se faire taper les doigts, ben ça peut vraiment aider à avoir des milieux de travail sécuritaires, comme tu disais. Donc, justement, il y a eu un changement de paradigme sociétal, comme tu as mentionné, mais il y a quand même encore des défis qui sont présents lorsqu'on souhaite dénoncer une situation problématique au travail, que ce soit justement la perception qu'on peut avoir, les préjugés, le fait que l'autre partie n'est peut-être pas au courant des comportements qu'elle est en train d'avoir. Donc, quel défi demeure aujourd'hui pour les personnes qui souhaitent dénoncer une situation de harcèlement? Oui, bien, je peux faire la partie moins positive de notre panel dans ce cas-ci. Depuis tantôt, on se veut quand même très positif. Il y a beaucoup d'avancements à 100%. Il reste beaucoup à faire. Je pense qu'on n'est pas prêt de manquer de travail au GACE, malheureusement. Parce que beaucoup de gens sont mieux sensibilisés, beaucoup de gens comprennent mieux, une bonne amélioration au niveau sociétal. Beaucoup à faire, entre autres dans diverses organisations qui aident les victimes d'une façon ou d'une autre ou qui prennent leurs plaintes sur la formation, sur comment accueillir une victime, comment leur expliquer des choses, donner le temps de comprendre au lieu de courir parce qu'on doit répondre à 50 appels en 1 heure, entre autres, ou même... comment je dis ça? J'essaie de rester poli et gentil, mais ça ne change pas que faire des démarches quand on vit du harcèlement, dénoncer une situation, le fardeau reste sur la victime. Le poids, il est là. Le fardeau juridique est élevé. Ce n'est pas des plaintes faciles. Puis je crois qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour alléger ce fardeau-là. Je comprends qu'on ne peut pas l'enlever à 100%, mais je dirais que encore aujourd'hui, des préjugés, il y en a. Ça s'améliore. Ils suivent des formations, que ce soit du début du processus jusqu'au juge, pour mieux cerner les besoins, mais aussi mieux comprendre certains comportements, certains commentaires. Mais je pense qu'il en reste encore beaucoup à voir parce que c'est ce qui nous est reflété. Quand on parle encore avec les gens aujourd'hui, c'est la façon qu'on s'est fait répondre, le ton qui a été utilisé, le fait de ne pas nous laisser la chance de nous expliquer. Donc, il reste encore un bon bout de chemin à faire, mais je vois quand même une certaine amélioration dans les 10 dernières années. Fait que regardons ça positivement, mais lâchons pas. Donc, c'est nul une mission qui est facile, justement, à devoir faire face à peut-être un système que parfois n'a peut-être pas tous les outils d'accueillir les plaintes et la dénonciation. Donc, j'aimerais savoir, c'est un travail difficile que vous faites, donc qu'est-ce qui nourrit votre engagement quotidien auprès des personnes que vous accompagnez? Moi, j'ai vraiment le feu, là. Sincèrement, j'ai le feu au cul. Sincèrement, je crois que ce qui nourrit mon engagement, c'est de voir une clientèle qui est bien avec les interventions que je fais, qui se sent respectée, qui se sent écoutée. Et également, il y a une théorie féministe, la théorie du ruissellement, où quand on parle avec des mots appropriés des victimes, les gens vont se mettre à parler de cette façon-là. Donc, je pense qu'en utilisant un langage qui est respectueux des victimes, en utilisant les vrais mots, plutôt que de dire, par exemple, main baladeuse, on va dire agression sexuelle. Donc, on utilise cette terminologie-là et les personnes, par exemple, les autres avocates avec qui je travaille, des employeurs, donc des parties adverses, j'exige qu'elles utilisent cette même terminologie-là parce que c'est respectueux pour la personne plaignante, qu'elle soit d'accord ou non. Donc, je pense que le travail qui est à faire de mon côté, dans le département des plaintes, c'est vraiment de faire de la sensibilisation pour les personnes qui travaillent avec des victimes pour avoir une approche qui est axée sur les traumatismes. Puis
il y a énormément de données scientifiques par rapport à ça, que le processus, comme Yann l'a dit, le processus est pénible, mais on peut alléger ce fardeau-là pour au moins faciliter le dévoilement, la divulgation. Puis même si c'est au bout de 3 ans, rendu à l'audience, ben, au moins que la personne qui va déterminer si tu as vécu ou non du harcèlement, ben, elle le fasse avec respect. Fait que, voilà. Ben pour moi, aujourd'hui, en tant que directrice, ben, j'ai le gaze tatoué sur le cœur. J'ai connu le gaze, j'étais assez jeune. La mission, j'ai vraiment adhéré à la mission. J'ai adoré le pouvoir qu'on redonnait aux personnes qui venaient chercher de l'aide à l'organisme. Puis aujourd'hui, quand une cliente ou un client quitte une rencontre avec l'équipe et vient me voir en pleurant, en nous remerciant, je me dis, c'est ça le chèque de paye là, au bout de la ligne. Puis ça, on a des beaux exemples de ça plusieurs fois par année dans le mois. Donc, ça fait qu'on s'attache beaucoup aussi là, après tant d'années. Cindy, par rapport à ce point que tu évoques, est-ce qu'il y a une expérience marquante de ton parcours au GAZE qui te semble très représentatif de cela? Avec la clientèle, j'ai passé beaucoup de beaux moments. Moi, quand la clientèle appelait dans le temps puis qu'on n'avait pas de secrétaire, je répondais puis aux personnes à l'accueil, puis c'était épouvantable ce que la clientèle vivait. Là. Je leur disais que c'était du harcèlement, que ça n'avait pas de bon sens puis qu'on allait tout faire pour eux. Là. Fait que ça, j'ai des drôles d'histoires avec ça. Mais sinon, c'est sûr qu'en travaillant au GAZE, on apprend un peu sur le tas. Hein. On sort de notre zone de confort. Il faut essayer des choses. Dire oui pour la première fois, aller donner une session de sensibilisation, là, rendu sur place, j'ai regretté, là, mais je l'ai fait, puis ça a super bien été. On a des belles expériences comme aller à l'Assemblée nationale pour commenter un projet de loi. On veut vomir là, sur le bord de la veine en y allant, mais on le fait parce que c'est pour la cause, puis on est fiers après. Donc ça, pour moi, c'est des moments marquants de me dire, bien, hey, ça, c'est mon travail. J'ai l'occasion de faire des choses comme ça, puis aussi, j'espère que ça apporte des changements dans la société. J'ai beaucoup de beaux souvenirs là, de mon parcours au GAZE, des moments plus marquants que d'autres. On est sur un beau cycle. Hein? Le GAZE, c'est l'Assemblée générale annuelle, la rentrée de septembre, mais il n'y a jamais une année qui est pareille. Ça, c'est toujours rempli de beaux moments. Puis pour finir, avant de donner la parole à notre public ici, si vous voulez faire un tour de table, quels conseils et encouragements souhaiterez-vous transmettre aux générations futures qui continueront la lutte contre le harcèlement? Parce qu'il y en a certainement, peut-être dans la salle, déjà qui continuent cette lutte-là de leur côté. Même nous, dans notre quotidien, on est employés à plusieurs, même moi, dans mon quotidien, étant employé quelque part ailleurs, je continue cette lutte-là de manière personnelle, mais quel encouragement, quel conseil donneriez-vous? Je peux y aller? Je pense qu'à un moment donné, on réalise que le travail qu'on fait, des fois, on ne voit pas les retombées tout de suite. Ça vient après ou ça vient pour les gens après nous. Donc, des fois, quand on sent que les gestes qu'on pose sont super petits et qu'ils n'ont pas d'impact, en fait, ça a un grand impact. C'est que des fois, les résultats viennent un petit peu après. Donc, de ne pas lâcher prise. La clientèle qui passe vraiment un temps très difficile. Les nuages vont se tasser éventuellement. Puis on est là, entre-temps. Je pense à ça. Bien, pour continuer peut-être dans cet ordre d'idées, des fois, au GAZE, on dit qu'on a un peu l'impression d'aller au front. On se bat pour une cause, puis elle est super importante. Puis un peu comme Yann disait, il y a encore beaucoup de travail à faire. Fait qu'il ne faut pas lâcher. Il faut continuer de se battre contre le harcèlement au travail. Puis c'est vraiment au cœur de notre travail, là, on en parle constamment, mais c'est vraiment ça, en fait, que j'ai à dire, là, c'est lâchez pas, puis il faut continuer là, à combattre cette problématique-là. Bien, moi, je dirais, dans les milieux de travail, je dirais, allions-nous, je dirais, d'en parler avec des collègues, non pas se défendre, mais de dénoncer les comportements, d'avoir des alliés, d'avoir des témoins, en fait, de ne pas se sentir seul. Je pense que c'est vraiment ça qui est primordial. Puis également, tu sais, comme Cindy disait, le nuage va passer, mais sincèrement, le nuage va passer. Je pense à une cliente que j'ai eue il y a 1 an qui m'a appelée il y a quelques semaines,
qui me racontait à quel point sa vie était belle maintenant, qu'elle avait changé de job, qu'elle n'avait jamais eu un aussi beau milieu de travail, qu'elle se remettait à jardiner. Puis ça, c'est vraiment ma paye, mais aussi, ça me fait vraiment profondément du bien de savoir que les gens, maintenant, ils peuvent être bien, puis que c'est derrière eux, derrière elles, ces événements-là, parce que le harcèlement ne te définit pas comme personne. Puis moi, je vais juste rajouter, en fait, que chaque personne est un pilier dans la guerre contre le harcèlement qui a commencé, ça fait longtemps, longtemps. Il y a des personnes qui l'ont commencé dans la salle, qui sont avec nous aussi en pensée. Puis là, on a la relève sur la scène un petit peu, les stagiaires qui sont aussi dans la salle, qui sont notre relève aussi. Puis moi, je pense que chaque pilier permet de continuer la cause puis d'améliorer les choses, sinon vous ne seriez pas toutes là dans la salle, qu'on vous ait forcé à venir ou pas. Puis moi, je reprendrais les propos d'une de mes stagiaires qu'on se disait souvent quand on allait un petit peu moins bien dans notre journée, on lâche pas la patate. C'est comme ça qu'on avance. Je crois que c'est une excellente note sur laquelle finir le panel. Donc, lâchons pas la patate, soyons des piliers, minimisons pas nos impacts, puis allions-nous dans le milieu de travail. Nous sommes ensemble. On est humains, après tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait des questions pour nos panélistes? La lumière est sur vous. Vous n'êtes pas du tout sous le spot, là. Oui. Là. Un micro. J'ai une question, en fait, quelle idée on va avoir pour accompagner les témoins, pour aider les témoins, parce que les témoins ont aussi une importance. Et beaucoup de témoins se taisent dans les problèmes de harcèlement parce qu'il y a une pression sociale, une pression de l'industrie. Et je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose à trouver dans cette direction-là. Les victimes sont évidemment des victimes. Mais il y a des gens qui pourraient aider davantage les victimes. Est-ce qu'il y aurait des choses? Je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais la question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour la protection des témoins, donc des gens qui voient du harcèlement au travail. La réponse juridique, ce serait que vous êtes de facto protégés par la loi sur les normes, les témoins, donc il ne peut pas y avoir de représailles ou de mesures disciplinaires pour des témoins qui dénonceraient des comportements réprobables au travail. Mais y a-t-il vraiment une protection autre? Je ne sais pas si la protection existe en soi, mais l'union, comme j'ai dit tantôt, l'alliance avec plusieurs témoins, moi, j'ai vu que dans des milieux de travail, ça fonctionnait. Donc, dans des petits milieux de travail, peut-être que ce n'est pas opérationnel, mais dans des grands milieux de travail, il y a plusieurs témoins qui ont vu la même chose ou qui ont vu des événements distincts, mais constitutifs de harcèlement. Fait que je pense que de s'allier, ça peut quand même être un effet créer un effet de solidarité qui te fait sentir en sécurité vis-à-vis de la dénonciation de ce que tu vas dire à ton employeur. Comme je dis toujours à ma clientèle, puis ils sont tannés de m'entendre dire « je n'ai pas de solution miracle ». Mais je reviens sur la solution de Myriam, par contre, pour améliorer les chances que les témoins agissent, c'est des changements sociétals qui vont permettre ça, d'avoir une meilleure compréhension. Déjà, Molly expliquait la protection des témoins. Je suis convaincu que 99% des témoins ne sont pas au courant qu'ils sont protégés en partant. Donc, moi, je pense que l'éducation et la prévention va être notre premier pilier vers ça. Puis ensuite, peut-être des formations spécifiques pour des témoins. Ça pourrait être super intéressant. Peut-être un futur plan pour le Geist. Je pense qu'il faut pouvoir créer un environnement où les témoins se sentent à l'aise d'aller parler. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que les salariés regardent, observent. Puis s'il y a plein de gens qui vont rester dans le silence, il faut peut-être regarder plus haut. Pourquoi? Pourquoi les gens ont peur de parler? Puis aussi encourager les gens à parler, pas juste quand ils pensent qu'ils vivent du harcèlement selon la loi, mais quand ça va pas bien, avant que ça devienne du harcèlement. Les employeurs aussi peuvent agir avant d'être 100% convaincus que c'est du harcèlement selon la définition de la loi sur les normes du travail. Puis ça se fait pas du jour au lendemain. On parle d'un changement de culture d'entreprise, des fois, dans certains cas. Ça peut être des années. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'interne pour inculquer ces valeurs d'ouverture, d'écoute réelle? Parce que c'est beau avoir une politique qui dit que c'est pas toléré. Si la politique est tablettée,
pas mis à jour, qu'on n'en parle pas et les gestes qu'on pose au quotidien dans notre entreprise ne reflètent pas des vraies valeurs, mais c'est sûr que les gens ne vont pas parler. Ils ne vont pas se sentir en confiance. Donc, il y a plusieurs choses, je pense, dans les milieux de travail qui peuvent être mises en place, comme mes collègues ont mentionné, au niveau de la sensibilisation, ramener les messages importants pour changer cette perception aussi et peur. Parce qu'un témoin pourrait peut-être être bien reçu, mais ils ont peur même, peut-être même d'essayer de parler de ce qu'ils vivent. Bien, aussi, je voulais ajouter, en matière de harcèlement sexuel, moi, je crois beaucoup au par et pour. Là, donc, par exemple, des personnes harceleuses qui font du harcèlement sexuel, majoritairement ce sont des hommes, bien, en fait, il y a quand même un effet dissuasif quand c'est un témoin homme qui dit à un autre homme de cesser tel comportement, versus quand la personne victime, majoritairement femme, dit de cesser ce comportement, il y a quand même quelque chose qui n'a pas la même valeur. On parlait tantôt de problèmes sociétaux. Bien, quand c'est des hommes qui se watchent entre eux puis qui disent « Hey, voyons donc, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit de faire ça. » Bien, il y a un effet direct sur la dissuasion. Fait que je crois que des comportements inappropriés au travail en matière de harcèlement sexuel, ben c'est aux hommes aussi, entre eux, à se regarder puis à non pas se protéger comme ce l'était avant, mais vraiment à se dénoncer puis à se dire, voyons, ça se fait pas ces affaires-là. Puis, tu sais, nous, on l'a vu dans certains dossiers là, où il y a vraiment des alliés, où il y a vraiment des gens qui supportent les travailleuses qui ont vécu du harcèlement sexuel. Puis, pour elles, c'est une bouée de sauvetage dans leur parcours. Fait que je pense vraiment que des témoins actifs, ça peut vraiment changer la donne dans le cadre d'un dossier. Et si je peux juste rajouter, il y a déjà un employeur qui m'a dit « jamais qu'on va se débarrasser de lui, il nous rapporte trop ». C'est presque, quote, textuellement ce qui a été dit. Mais c'est sûr que dans cette entreprise-là, les témoins ne parlent pas. Il y a comme un problème plus grand. Là. Ouais. Oui, il y a une autre question. On va prendre... Oui, oui, salut. Pour le... Je vais voir si je peux parler fort, si vous m'entendez. Okay. Le micro fonctionne. Wendy, qui a déjà travaillé au groupe d'aide. Oui, salut. En fait, oui, je travaillais au Gaze il y a 15 ans, 14 ans à peu près. C'était ma première expérience de travail. Je suis avocate en droit de travail. Et ma question est la suivante. À l'époque, je me souviens que la plupart de nos dossiers, ou presque tous, on avait une entente à l'amiable et à la médiation. Est-ce que ça l'a changé ou c'est toujours la même chose? Personnellement, quand j'ai des clients qui vivent de harcèlement, je sais, j'ai passé par, je vais même été harcelée à un moment donné, après que mon expérience au Gaze, je sais que c'est difficile. Et pour se rendre au tribunal, il y a au moins une année et demie qui passe. Donc, on veut finir ça. Donc, on dit médiation ou on va se désister après de nos plaintes. Mais c'est ça ma question. Est-ce que ça l'a changé? Ça l'a pas changé? C'est souvent la médiation où il y a une entente à l'amiable? Tu peux y aller, mais oui, Wendy, sous toute réserve, c'est pas mal, encore beaucoup d'ententes à l'amiable. Mais je vais laisser Molly commenter. Oui, comme je l'avais dit précédemment, oui, la réponse est oui. En effet, il y a énormément d'ententes hors cours qui se jouent, qui se font, qui se négocient. Mais également, moi, mon approche axée sur les traumas, axée sur la victimologie, je demande toujours à la personne cliente, qu'est-ce qu'elle veut? Il y a des gens qui sont incapables de se projeter dans 2 ans, d'avoir une audience. Il y a des gens qui sont incapables d'envisager se faire expertiser si on parle d'un recours en SST. Il y a des gens qui sont incapables d'envisager un contre-interrogatoire. Fait que pour moi, la transparence vis-à-vis de ma clientèle, de leur dire, c'est ça qui va se passer. Est-ce qu'on va là ou est-ce qu'on va pas là? Ça influence quand même le fait qu'il y ait énormément d'ententes hors cours qui sont signées. Ça, c'est certain, c'est indéniable. Mais essentiellement, on est là pour donner l'information à la clientèle. Mais tu sais, quand la clientèle va pas bien, quand elle souffre, pouvoir tourner la page plus rapidement, c'est souvent ce qui est privilégié.
Oui, ben, j'aborde exactement dans le même sens. C'est la très, 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 très grande majorité des gens vont avoir une entente à l'amiable avant. Je pense que dans mes 10 ans, j'ai peut-être vu 5 de nos dossiers à peu près se rendre vraiment devant le juge avec un jugement. Mais je pense qu'il y a des très bons côtés aux ententes à l'amiable. Mais nous, on a toujours visé au gaze de ma connaissance. Puis encore aujourd'hui, puis je pense qu'on ne changera jamais on ne pousse pas les ententes à l'amiable, on pousse que les gens vont mieux préférer à long terme. Donc, souvent, nos conversations, ce n'est pas une conversation de 5 minutes, est-ce que vous avez une entente ou pas, c'est des conversations sur des semaines et des semaines. Voici les options, qu'est-ce que vous en pensez, comment ça vous fait sentir. Puis moi, je pense que c'est ça le plus important. Mais je pense qu'il y a aussi des combats à continuer à mener concernant ces ententes à l'amiable-là. Qu'on n'a pas tous et toutes la même vision sur la chose. Mais je pense que déjà des statistiques de la part de la CNESST, du Tribunal administratif du travail sur ces ententes-là, ça serait déjà très bien pour améliorer le droit des personnes qui vivent du harcèlement, mais le droit de tous les travailleurs et travailleuses, entre autres. On me fait signe que le panel tire à sa fin, donc à moins que ce soit un ajout de 30 secondes. Ajout de 30 secondes. On a beau dire que les ententes à l'amiable, bon, il y a certains, moi je dirais, ententes hors cours, là, il y a des avantages, Bref, moi, cette année, j'ai négocié pour la première fois une lettre d'excuse d'un mis en cause et qu'il était vraiment bien rédigé, qui s'excusait sincèrement. Et à travers ces processus-là de justice réparatrice qui ont été négociés, qui a eu une transaction, là, ben la travailleuse était vraiment contente. Fait comme, je pense qu'il y a tellement une pluralité de solutions qu'on peut avoir que là, ça fait 30 secondes. Voilà. Oui. Donc, merci à nos panélistes d'aujourd'hui, à vos questions. Lorsqu'on va être en plus dans les méthodes à l'étape du réseautage. Si vous avez d'autres questions, venez nous en parler. Ça nous fait toujours plaisir de parler de notre mission et des avancées qu'il y a eu. Donc, on pourra prendre une petite pause de 5 minutes avant le prochain événement. Merci pour votre participation et merci pour vos réponses. Oui, merci, Elena. Oui, c'est bon.